Aujourd'hui, nous allons travailler sur la représentation des forces. En physique, lorsqu'on veut étudier et analyser un phénomène, il faut connaître toutes les contraintes que subit le système. C'est-à-dire, le système, c'est bien le corps que l'on étudie. Un corps qui agit sur un autre, on appelle ça une action mécanique. Première définition, une action mécanique, c'est donc l'action d'un corps A, par exemple, sur un corps B. Il existe deux types d'actions mécaniques. On va d'abord voir les actions mécaniques dites de contact, c'est-à-dire qui requièrent un contact avec un autre corps. Prenons par exemple l'action d'un marteau sur un clou. Là, on se rend bien compte que c'est bien une action mécanique de contact. D'un autre côté, on va voir les autres types d'actions mécaniques, celles dites à distance, c'est-à-dire il n'y a pas de contact entre les deux corps. Dans le système solaire, les planètes tournent autour du Soleil, c'est bien une action à distance. Lorsqu'il y a une action mécanique entre un corps A et un corps B, on utilise le terme interaction. On dit que les deux corps sont en interaction. En sciences physiques, les actions mécaniques sont elles-mêmes représentées, modélisées par des forces. Avant de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour représenter ces forces, on va déjà essayer de savoir ce qu'elles peuvent provoquer sur un corps. Donc une force qui s'exerce sur un corps peut modifier la trajectoire, comme on le voit ici, la bille est déviée par l'aimant. Donc modifier la trajectoire et ou sa vitesse. Ensuite, la force peut également déformer un corps de façon permanente ou pas forcément permanente, donc déformer. Et enfin, dernière possibilité, la force peut également mettre en mouvement un corps. Ici, le footballeur met en mouvement le ballon. Donc trois effets, modifier sa trajectoire et ou sa vitesse, le mettre en mouvement et le déformer. Comment va-t-on représenter ces forces? On va les représenter en utilisant la notion de vecteur. Un vecteur, grossièrement, c'est une flèche. Il va posséder les mêmes caractéristiques qu'en mathématiques. C'est-à-dire que ce vecteur va posséder une norme. On va dire, pour la force, ce sera l'intensité en newton. Ensuite, il possédera une direction. Donc c'est toujours selon une droite. Ensuite, on va trouver la troisième caractéristique qui est le sens. Le sens de la force, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, vers un point, etc. etc. Et enfin, la force possédera aussi un point d'application. Ce sera le point de contact entre les deux corps ou bien le centre de gravité de ce corps. À présent, on va pouvoir représenter les forces. On va commencer par la plus simple. La plus simple pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu. C'est le poids. Qu'est-ce que c'est que le poids? Le poids, je vous rappelle que c'est la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un corps situé à sa surface. Nous allons essayer de représenter le poids d'une pomme. Donc, tout d'abord, le poids est réparti sur l'ensemble de la pomme. Donc le point d'application du poids sur un corps, sur n'importe quel corps, sera toujours le centre de gravité de ce corps. On fait une petite croix en note G. Ensuite, la direction du poids. Le poids est toujours dirigé verticalement et le sens sera toujours vers le bas, dirigé vers le centre de la Terre. On n'oublie pas de le nommer, ce vecteur, avec la lettre P comme poids, et on n'oublie pas la petite flèche au-dessus pour bien indiquer que c'est un vecteur. En seconde, vous devez connaître les caractéristiques du vecteur poids. Vous devez connaître ces quatre caractéristiques. Tout d'abord, l'intensité du poids. C'est P égale M fois G, c'est une formule que vous connaissez déjà. M la masse, G l'intensité de pesanteur sur Terre. Ensuite, la direction du poids. La direction, on l'a vu tout à l'heure, c'est toujours vertical. Le sens toujours vers le bas. Et enfin, le point d'application, comme le poids agit sur l'ensemble du corps, ce sera toujours le centre de gravité de ce corps. Nous allons finir cette vidéo par une application assez importante. Pour ça, on va prendre l'exemple d'une télévision posée sur une table. Tout d'abord, faisons ce qu'on appelle le bilan des forces, c'est-à-dire listons toutes les forces qui s'appliquent sur cette télévision. Tout d'abord, la première, celle qui est toujours présente, c'est le poids. Le poids agit sur l'ensemble des corps qui sont situés à la surface de la Terre. La deuxième force, c'est celle qui empêche de faire tomber la télévision à travers la table. Forcément, c'est une force que la table exerce sur la télévision. Pour cet exemple, il y a donc deux forces à représenter. L'une, c'est le poids, et l'autre, c'est ce qu'on va appeler la réaction de la table, ou plus généralement, la réaction du support. Le poids est noté P, la réaction du support est notée R. Tout d'abord, le poids. Le poids, très simple, le centre de gravité à peu près au milieu de la télé, et ensuite dirigé toujours verticalement vers le bas.
Ensuite, un peu plus compliqué, ça va être de représenter la réaction du support. Déjà, le point d'application. Le point d'application, il va être au point de contact entre la télé et la table. Il n'est pas au centre de gravité vu que la table agit seulement sur la base de la télévision et non pas sur tout son volume. Donc le point d'application sera à peu près ici. Ensuite, dirigé verticalement vers le haut puisque la table repousse vers le haut la télévision. Si on regarde ces deux vecteurs de plus près, c'est-à-dire le vecteur poids et le vecteur réaction du support, on peut s'apercevoir que je les ai représentés de la même taille. Et cela, ce n'est pas un hasard. En effet, la télévision n'est pas en mouvement. Donc les forces se compensent, et si les forces se compensent, ça veut dire que le poids n'est pas plus important que la réaction, et que la réaction n'est pas plus importante que le poids. Donc les vecteurs seront de la même longueur.